Jérôme Stiwi, bonjour. Bonjour Vincent. Tu es cofondateur et PDG du groupe mobile Ad4Screen. Merci de prendre quelques instants pour revenir sur l'actualité mobile qui a été dense ces dernières semaines et notamment sur le salon à Barcelone où Ad4Screen était présent. Tout à fait, ouais. La première grosse annonce a été évidemment le rachat de WhatsApp pour 19 milliards par Facebook. Comment a été discutée cette nouvelle à Barcelone? Est-ce que tu peux nous donner ce feedback? Ouais, alors au-delà de cette annonce, on a vraiment senti l'emprise de Facebook sur la partie mobile, sur l'écosystème mobile et notamment sur la planète des apps sur cette année. On l'avait beaucoup moins senti les années précédentes. Et Facebook est vraiment définitivement devenu une compagnie mobile first. À la fois parce que Mark Zuckerberg avait prévu de venir et de faire la keynote d'introduction indépendamment de ce rachat. Effectivement, ce rachat qui est juste monstrueux à la fois en termes de valo, de taille de base active et également le fait qu'aujourd'hui, il n'y a absolument pas de monétisation, pas de publicité dans l'application WhatsApp, donc une capacité quand même Facebook à se projeter et une confiance dans sa capacité à monétiser les audiences mobiles. Petit rappel, au moment de l'intro de Facebook, tous les investisseurs étaient très inquiets sur la capacité à monétiser les audiences mobiles. Plus d'un an après, plus de la moitié des revenus de Facebook sont faits sur mobile. Et c'est un énorme succès, ça en fait l'un des tout premiers acteurs dans le monde sur le mobile avec Google et une vraie qualité de leur format mobile. Donc Facebook a clairement réussi sa conversion et ils enfoncent le coup en allant plus loin. Mais au-delà de ce rachat, il y avait également d'autres news autour de Facebook un peu plus techniques puis qui intéressaient beaucoup la planète mobile, du marketing mobile, notamment la décision qu'a eu Facebook de rejeter et d'exclure deux partenaires de tracking que sont Azophers et Contagion. Contagion n'est pas très très connu, mais Azophers était très connu, notamment dans l'écosystème des jeux mobiles et aux États-Unis. C'était l'un des acteurs de référence sur ce secteur-là. Et du jour au lendemain, de manière assez violente, ils ont été rejetés, notamment pour non-respect apparemment des règles édictées par Facebook en termes de data, de conservation des data et de collecte des data. Ce qu'on en retient, en tout cas ce que j'en retiens moi, c'est la volonté de Facebook de contrôler son actif principal que sont ses data mobiles et sa volonté d'implémenter son SDK. On sent, au-delà de ces deux exemples, une volonté de réduire le club des SDK tiers et la volonté d'imposer son SDK Facebook pour être en première ligne et collecter lui-même les datas. Petite parenthèse, c'est un peu le choix qu'on avait fait nous depuis le démarrage puisqu'on est partenaire Facebook, mais en intégrant leur SDK et en mettant, en affichant leurs données dans notre dashboard, donc on s'appuie sur leur SDK. Petit conseil aujourd'hui pour les acteurs qui veulent faire de la pub sur Facebook, mettez le SDK Facebook parce que le fil de l'histoire, ça va quand même, à mon avis, être de le faire imposer par Facebook. Et le deuxième point par rapport à ça, c'est que vous savez que Facebook, il y a eu plusieurs rumeurs de la volonté de créer un réseau publicitaire sur mobile sur des applications tierces qui aura une puissance et une pertinence par rapport aux données qu'ils ont. C'est-à-dire que les publicités seront ciblées grâce aux données Facebook sur des applications tierces. Et donc par rapport à ça, on voit la volonté de Facebook de contrôler ces datas et particulièrement au sein de l'écosystème mobile parce que c'est son actif principal aujourd'hui et c'est ses sources de revenus de demain, d'autant plus avec le rachat de WhatsApp. Une autre nouvelle très importante qui a eu lieu un petit peu avant Barcelone, au moment du Apps World, je crois, aux US, c'était Apple donc qui a annoncé que les applications qui ne diffusaient pas de publicité ne pouvaient plus traquer l'IDFA, donc le fameux Device ID. Quel est ton sentiment par rapport à cette décision? Alors c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit. Pareil, dans le Hall 8.1, ça faisait partie des sujets dont on a le plus parlé. Ça a été vécu comme une décision assez surprenante. Puisque l'IDFA avait vraiment été créé justement pour encadrer le tracking sur mobile sur iOS. Après l'arrêt de l'UDID, l'arrêt de la MAC adresse, on pensait que vraiment Apple avait fait les choses proprement et créé cet ID avec une logique de opt-out pour le mobinote et une capacité à resetter son IDFA pour respecter les contraintes en termes de privacy. Et pour autant, de manière assez violente du jour au lendemain, on a entendu parler de rejet d'applications, comme tu le disais, qui ne mettaient pas de pub. Alors à cela deux commentaires. C'est un peu un hasard, mais ça fait quand même bien les choses pour nous. Le SDK Ad4Screen cumule à la fois les fonctionnalités de tracking et également les fonctionnalités d'in-app messaging, ce qui permet à tous nos clients de pouvoir activer la publicité in-app, soit à des fins de cross-publicité, soit d'auto-promotion, pour être en respect des nouvelles règles d'Apple. Et le deuxième point, c'est que ça paraît quand même assez dur en pratique à gérer parce que finalement, il suffit de mettre une petite bannière au fin fond de ton application pour respecter les nouvelles guidelines d'Apple. Donc, c'est peut-être alors à voir, soit c'est une des nombreuses rumeurs qui seront sans suite, soit c'est le début d'une décision plus profonde d'Apple, finalement de supprimer cet ID.
Il se dit dans les nombreuses rumeurs qu'on entend qu'il y aurait des discussions avec la FTC, qui est l'autorité fédérale qui surveille les problématiques télécom aux US, notamment de bien encadrer les logiques de données. Il se dit également qu'Apple a envie de contrôler ces données un peu à la manière de Facebook et de ne pas les voir finalement se dilapider chez pas mal d'acteurs tierces. Ce que j'en retiens également, c'est que ce qu'on appelle le fingerprinting, qui est l'autre grande technique de tracking, qui ne s'appuie sur aucun ID et qui cumule un grand nombre de paramètres et des algorithmes, va probablement remonter en puissance dans les prochaines semaines parce qu'elle a l'avantage finalement d'être universelle et de ne pas être dépendant des changements de règles édictés par les OS. Pareil, ça tombe bien puisque nous, on est compatible à la fois avec les ID et le fingerprinting. C'est vrai que le fingerprinting, comme c'est un système algorithmique, c'est pas parfaitement fiable, hein, c'est fiable à plus de 95%, mais ce n'est pas comme l'ID qui est juste parfait. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, on n'a pas ces soubresauts liés au changement de cap des OS. Tout à fait. Autre nouvelle, toujours de la part d'Apple, ça a été le rejet, encore une fois, donc la fin d'une histoire de ce qu'on a appelé les app boosters, donc le rejet de Magic Solver. Est-ce que ça a fait du bruit sur le salon? On en a parlé, qui était une app moins connue qu'app gratis évidemment, mais malgré tout qui faisait du volume. Ouais, on en a parlé, ouais, effectivement, parce que dans le hall 8.1, il y avait encore, je ne citerai pas les noms, 2 ou 3 acteurs de cet écosystème qui essayent de finalement traire la vache et de finir leur business du mieux possible. Mais quand tu discutes avec eux en off, ils te disent que ils préparent l'avenir, ils sont en train d'essayer de changer de modèle. Clairement, là pour le coup, c'est plutôt, j'ai envie de dire, c'est pas positif, mais ça donne une cohérence à la décision qu'avait prise il y a un an Apple en rejetant App Gratis. Ça avait fait beaucoup de bruit, on trouvait ça violent et injuste. Ils ont quand même été cohérents et ont poursuivi cette démarche avec le retrait de nombreuses applications. Tu as entendu parler des retraits d'AppsFire, d'appli privées, donc de Magic Solver maintenant, qui était également l'un des gros acteurs du monde anglo-saxon. Voilà, ils semblent aller au bout de leur démarche et du coup, on retombe sur des logiques un peu plus sophistiquées maintenant. La promotion d'applications, elle passe principalement par des dispositifs de fil rouge continu. Elle passe principalement par le display et elle passe principalement par le RTB. Et on a senti une vraie montée en puissance du RTB cette année dans le Hall 8.1 avec beaucoup plus d'acteurs présents. Et j'ai trouvé beaucoup moins d'ad network à l'ancienne présents. Certains noms qui étaient connus dans le passé n'avaient même pas de stand. Et à contrario, les gros acteurs des ad network avaient tous annoncé, soit avant, soit avaient une présence sur le salon avec la création d'un ad exchange qui leur est propre. Donc on sent une volonté d'utiliser les datas pour faire de l'acquisition en fil rouge continu et de manière ciblée. Petite précision juste, c'est effectivement sur les retraits d'applications, AppsFire et appli privée, ça a été des retraits de leur fait, il me semble. Oui, tu as tout à fait raison. Mais en fait, souvent les retraits de leur fait cachent un petit appel préalable d'Apple en prévenant que il est peut-être mieux retirer l'application de soi-même plutôt que de se la faire retirer. Et donc dans les deux cas, de toute façon, la conclusion est la même, hein, que ce soit Apple qui le fasse de manière violente ou qu'il te prévienne. Aujourd'hui, il y a plus de très gros acteurs sur ce business-là. Et probablement d'ici quelques mois, il n'y en aura plus du tout. Pour le coup, les nouveautés sur le salon en termes d'OS et de device, ça a été, je crois, les objets connectés et également Nokia qui a annoncé donc des téléphones sous OS Android. Il me semble que ça a pas mal fait du bruit aussi. Ouais, alors sur l'aspect Nokia Android, c'est quand même un signal assez incroyable. Puisque Nokia, pour rappel, a été racheté par Microsoft, qui a pour volonté de développer Windows Phone et de créer le 3e OS du marché. Maintenant que Nokia est sur le point d'être détenu à 100% par Microsoft, le fait que Nokia lance des terminaux sous Android envoie un signal probablement des inquiétudes que peut avoir Nokia ou Microsoft à réussir à percer et à être réellement le 3e acteur majeur. Donc de ce fait, aujourd'hui il y a clairement 2 gagnants et Android plus que jamais à la fois sur smartphone mais également les derniers chiffres sur tablette montrent qu'ils ont gagné la guerre du volume, y compris sur les devices tablettes. Et sur la partie objets connectés, alors on avait effectivement notamment les montres. Qui chez Samsung avec la Galaxy Gear 2 et la Galaxy Gear Fit avaient une belle place. Ce sont des objets qui progressent, hein, notamment en termes d'autonomie, de design, qui sont moins laids et qui ne nécessitent plus d'être rechargés tous les jours, qui intègrent des fonctions, on va dire, paramédicales, hein, comme le rythme cardiaque, le podomètre, qu'on retrouve également sur le Galaxy S5. Et en ce qui me concerne en tant que marketeur mobile, je trouve qu'il y a un vrai intérêt sur la logique notification, puisque l'une des rares fonctions qui est intégrée dans les montres, hein, il n'y en a pas des milliards, c'est la capacité à recevoir les alertes et les push notifications
de tes applications préférées. Et donc, au-delà de réveiller ton téléphone, demain, tu auras ces alertes, ces push notifications directement sur ton poignet, comme tu auras tes SMS et les objets de tes emails. Donc, on va vraiment avoir un marketing relationnel qui va être encore plus proche du consommateur. Donc un nouveau canal de relations clients qui s'ouvre. En fait, c'est toujours le même protocole, mais en fait, il va irriguer sur l'ensemble des devices connectés. Et ça, c'est extrêmement intéressant, puisque au-delà du smartphone, de la tablette, de la montre connectée, peut-être demain, tu auras tes notifications sur ton frigo, si tu as un frigo connecté, sur l'ensemble des applications que tu aimes et que tu as et auxquelles tu t'es abonné. Donc, le canal du push va prendre d'autant plus d'ampleur parce qu'il va irriguer au-delà d'un seul terminal. Demain, les voitures connectées, tu as vu l'annonce d'Apple, et puis il y avait aussi sur le salon BMW qui faisait une démo de sa voiture connectée. Donc ça va vraiment irriguer sur l'ensemble des terminaux de la vie quotidienne et donc des points de contact et des points de passage tout au long de la journée où tu pourras développer ta relation avec tes clients et tes consommateurs. Enfin, pour terminer, peut-être sur la partie tendance, on a parlé du RTB. Le mot data-driven est depuis quelques mois assez à la mode, on l'entend beaucoup. Comment est-ce que toi tu perçois ça, voilà, la balance entre l'acquisition et la fidélisation? Alors clairement, oui, tu as tout à fait raison de le noter. Ce qui se passe, c'est que les années précédentes, on avait vraiment un gros sujet, c'était l'acquisition. Voilà, beaucoup d'acteurs qui créaient leurs applications et dont l'objectif était d'émerger et de se construire une base de téléchargement et d'utilisateurs. On sent désormais que c'est un peu plus équilibré et tous ces acteurs qui ont déjà 1 an, 2 ans d'existence sont plus sur des logiques maintenant d'engagement. C'est-à-dire comment je fais une fois que j'ai mes 2, 5, 10, 20, 100 millions d'utilisateurs qui ont téléchargé mon application pour les rendre actifs. Et pour les rendre actifs, et on va pas pouvoir tous les rendre actifs, on va effectivement s'appuyer sur les datas de plusieurs manières, différents canaux. Bien sûr, le push notification. On a senti beaucoup de demandes et d'appétence sur cette solution-là, notamment qu'on propose, mais par rapport aux années passées où on le proposait déjà, on a vraiment senti un intérêt plus marqué. Et puis également la logique de retargeting pour pouvoir faire revenir les utilisateurs qui n'ont pas accepté tes pushs, mais qui ont déjà ton application et qui font partie du segment d'utilisateurs qui ont la plus grosse probabilité de convertir. Donc ça nécessite là-dessus bien sûr un travail de segmentation qui va être basé sur tes datas d'analyse prédictive, et puis d'aller être en capacité d'aller les retrouver sur les ad exchange. Et on a vraiment senti cette année que ces sujets d'analytics, d'engagement, de RTB prenaient une part prépondérante par rapport aux années passées. Ce qui n'est pas étonnant, hein, c'est un peu la suite logique. C'est un peu comme sur le web, les premières années, on voulait construire sa base de données en termes de visiteurs et d'inscrits à sa base email. Et puis à un moment donné, on avait envie de maximiser le nombre d'utilisateurs actifs, de visiteurs qui reviennent. Et donc du coup, on a un peu plus déployé une logique de réengagement et de relationnel. Et on vient un peu à la même histoire finalement sur le média mobile. Sur le mobile, oui. Tout à fait. Super. Merci beaucoup d'être revenu sur les actus de Barcelone et une très bonne année à Forscreen 2014. Merci Vincent. À très bientôt.